Dans tous les bruissements de l'être et ses vagues sourdines, se glisse parfois une rumeur d'éternité, une rumeur souple, une rumeur d'après-désastre et de lente mémoire, une rumeur miraculée qu'on entend par hasard, une rumeur souple, attentive, comme une corde à l'arc tendu, comme une note de matière. Dans tous les bruissements de l'être et de sa vérité, dans ce savant remue-ménage de dévoilement et d'empreinte, parfois achoppe le son clair d'une résistance, l'assonance d'une éternité. Et nos consciences assourdies, par toutes leurs déclarations, sentent soudain le pincement de l'exception. Le destin des idées est étrange. Il va, affairé, vers ses finalités, mais il s'enlise aussi dans ses propres échanges, et défait de lui-même ses propres embellis. Les idées bruissent de paroles, et les pensées bruissent d'idées. Parfois, dans tous ces remuements et ces retournements, s'impose l'avers d'un détail ou l'obstacle d'un reste. Parfois l'éternité bascule et la matière en elle. Elle consiste en peu, à s'arrimer à rien, à presque rien, dans le naufrage de l'être, à se tenir à soi, à savoir s'y tenir, à savoir échouer, et à redemander à l'être sans partage quelle part en dépit peut encore advenir. Dans tous les bruissements de l'être, se glisse parfois une rumeur d'humilité. Quand on sait n'être rien ou au fond pas grand-chose, et qu'on se pose en marge des fêtes de l'utile, qu'on ne se nourrit plus de l'énergie des hommes et qu'on ne parvient plus à la constituer, on est jeté, déchu. Dans les retraits de l'être ou sur ces berges plastifiées, abandonné à soi et remisé aux frontières de l'intérêt, on sait alors remettre son sens et sa fonction. On sait que l'on n'existe que par l'autre et son grand regard blanc, et que s'il n'est pas Dieu, il en a le maintien. On est humble de fait, car l'abandon par lui porte à son plein mérite notre abandon à lui. On sait alors céder, toujours le rebut cède, et lâche consistance. Il n'est plus attiré par des mains avenantes, ni sollicité en ses sens et fonctions. Il en meurt et s'éteint. Sa présence s'abstient. Elle n'est plus que gêne, sa modestie s'efface. Il lui faudra du temps pour devenir humilité, des heures de hasard et des siècles de rouille, des torsions d'infini, des minutes de bris, de longues durées d'oubli. Et ce temps, par soi seul invite à la requête, ses pans l'immobilisent, ses coulées le pénètrent, le déchet sédimente sa propre éviction, et ainsi se dissout jusqu'à sa propre haleine, jusqu'à sa propre plainte. La matière est muette, d'avance consentie, d'avance renonçante. Rien n'est plus attendu, encore moins apprêté. Il ne reste qu'à s'en remettre. Dans les temples indus que sont les quais de voie ou les plages d'hiver, les casernes désaffectées ou leurs sœurs de Dortmund, les usines à métaux et les enfers de zinc des bas-fonds carrossiens, et les déchetteries, où s'achèvent les fastueux cortèges de camions éboueurs et leurs anges du rien accrochés aux barreaux. Et les fonds de Courblême, et les caves pavées, et les murs lacérés, et les chœurs de métro, station Champs-Élysées-Clémenceau. Dans ces blancs temples-là, on donne tragédie, on violente le son, on écrase la tôle, on déchire le pan, on voue aux gémonies dans un ballet de cendres ou de torsions incultes. On lacère, on massacre, on veut anéantir, mais on ignore aussi que la matière a sa vie, qu'elle est faite d'esprit, d'attente et de caresses, et que ce qu'elle attend pour s'animer et vivre est le toucher de l'homme, le tendre et amarrant toucher qui la rend plus que belle. La tragédie est là quand elle est délaissée, que nos mains l'abandonnent, et qu'aucun maniement ni qu'aucun manuel n'en dise plus l'emploi. La matière est désaimée, et l'être se désole. La tragédie est là, inutile misère des objets déposés dans l'espace inutile. L'abandon ne suffit pas, il y faut le non-être. Et pour gagner ces rives, on brûle, on froisse, on noie, on absorbe, on isole, on concentre, on déplace. Mais on brûle surtout. En bref, on débarrasse. Et l'on s'en débarrasse. Ou du moins on le souhaite. Car les grands incendies qui nettoient la surface et purifient le lieu, ces grandes hécatombes de fragments d'existence, lancent leurs vers fumés et jettent leurs cris secs. On célèbre le néant et son vide patient et sa régénérescence, car le feu est lustral. Il annonce le baptême et tout le renouveau, ou du moins on le croit. Car de cette matière, la trace encore aiguë ne peut pas disparaître. Elle s'attarde encore, elle s'attarde un peu,
et se fie à l'inattention pour exister encore, et à la négligence, et à sa discrétion. C'est alors qu'elle se dépose, sur la verticale d'un mur. Elle se multiplie en sédiments d'affiches et en lambeaux de couleurs, et ses longues langues peintes laissent aller leur plein pouvoir de dire, et le perdent. C'est alors qu'elle se démet, sur l'horizontale d'un sol. Elle tombe en capsule et en logo. Elle tombe et s'abandonne à la mollesse de la chute, car en elle, enfin, il n'y a plus à agir. Il n'y a rien d'autre à faire. Elle se laisse compresser, compacter, en cubes rétrécis, pour mieux être jetée. Ou bien elle s'accumule dans l'absurde répétition d'elle-même, qui nie et se renie. Elle se répète en cuve de balles de plâtre, dont on oublie l'usage, ou en franges d'acier, dont on ne sait quoi faire, et en lignes de fuite chauffées à blanc par le dieu ferrailleur. Jeter donc la matière, jeter à sa disparition, est-ce jamais possible ? Dans ce haut geste-là, si haut lancé, si fort jeté, demeure la trace d'un poème, ou de ce qu'il en reste. Ni la tôle trouée de la rue de Cape Town, ni le caillou marbré des ruines de Sicile, ni le clou sur le chemin du pont des Reines, ni le morceau de verre, ni le carton mouillé ne sont les seuls fragments. Les poèmes peuvent l'être aussi quand ils sont fracturés, les poèmes de matière et de mots, de passion et d'idées. Quand les fragments échouent sur la rive des mémoires, ils deviennent fragiles, parfois même incertains, parfois même invisibles. Du poème de Parménide, il ne reste que quelques lignes, dont si peu se souviennent et que si peu ont lu. Ces lignes, émergées de tant d'heures, rescapées de si loin, inaugurent le geste du jeter. L'être est, le non-être n'est pas. Qu'un fragment de pensée flotte jusqu'à nous sur le temps de l'histoire pour célébrer l'éternité. Que quelques vers perdus dans l'océan des siècles disent l'idéalité. Quel brutal paradoxe. L'être est, le non-être n'est pas. Nulle tautologie dans l'ascension réglée, mais la conscience aiguë que le néant existe, et qu'en lui se dilue tout ce qui n'est pas l'être. Seul l'être est, éternel, idéal. Le reste est évacué dans le blanc des nids blancs, jeté, happé dans la benne du non-être, puis lancé dans le vide. Seul l'être est, absolu, immuable, sans espace ni recours, sans volonté, sans apparence non plus. Absolu, absolu et féroce, ignorant tout ce qui n'est pas lui, et vidant, vidant dans les poubelles du temps nos devenirs, nos émois, nos processions, nos nostalgies, tous nos commencements et toutes nos fins, et nos naissances aussi. L'être est, le non-être n'est pas. La fluidité des jours, même elle, la douce et laiteuse fluidité, s'écoule dans l'absence, car rien de ce qui devient ne peut être éternel, car rien de ce qui existe n'est. Nous existons, mais nous ne sommes pas. Nous voici, nous, et nos affaires humaines, livrés au rien avant que de mourir, par avance effacés et déjà disparus, et pourtant que de soins et que d'occupations, et que d'attentes sauves. L'être est, le non-être n'est pas. La charge est lourde à nos épaules d'une sanction pareille. Comment désormais nous dresser et accueillir ce fragment qui nous fait disparaître ? Quel reste sommes-nous, nous et nos édifices, nous et nos avenirs, abandonnés au bord de nos efforts et sans pensée réelle de notre propre abandon ? Bris de vie, nous aussi, tôle de conscience ou fragments d'illusion, nos pauvres vies cassées s'en remettent à peine. Tant d'efforts pour mourir, tant d'idées pour rester. Parménide accuse notre crédulité. Nous croyons vivre une histoire parce que nous en comptons quelques mots. Vers combien d'indéterminés nous nous évadons ainsi en conscience ? Vers combien d'indéfinis nous nous précipitons ? Pourtant nous durons. Peut-être nous gaspillons-nous nous-mêmes. Peut-être nous usons-nous à exister sans parvenir à être. Nous durons et nous résistons, et notre bavardage hisse jusqu'à la bulle des mots, le non dit du reste, jusqu'à la bulle du son. Parménide martèle. Seul ce qui est dit, seul ce qui est dit est. En effet, hontée l'ordure, l'innommable décharge dont se décharge l'être, les carreaux cassés et les rêves de plastique, les rigoles confuses des trottoirs de Vintimille et les marques vives de nos embardés.
Cela on le censure, de cela on a cure, et ce silence est déjà la hampe du jeté. Si l'être aime tant la résonance de son nom, c'est qu'il lui sert d'atour, et qu'il en est le sceau. C'est qu'il en est ainsi et pour toujours, d'un prononcé net, que Parménide juge beau parce qu'il est défini. Mais qu'on peut penser mortifère, car l'être est contraint à ce qu'il est, et achevé sans doute beaucoup plus qu'accompli. Son nom idéal n'est qu'un masque figé qui fige sa blancheur. Si toute vie advient et devient jusqu'à en mourir, et si l'être pérenne n'en est que le carcan, alors il y a peut-être une noblesse du fragment, de son têtu refus de disparaître. La force ontologique serait là, menue, persistante, incroyablement discrète, mais là dans cet être délaissé qui résiste à la boue, aux eaux, au feu, aux déchirures, aux collisions et aux griffures. Là dans ce bris qui tient par miracle et qui s'accepte par accident. Là dans ce reste qui échappe aux grandes décharges parménidiennes et qui, non, ne sombre pas. L'être est, le non-être n'est pas. Et l'être qui ne l'est plus, parfois le reste encore. Contre toute attente, il poursuit, remis entre les mains de l'existence, dans l'expérience purement matérielle du hors de soi. Loin de mourir comme on l'attend de lui, il pose son corps ailleurs dans le dépôt usé d'une autre rive, d'une autre vie, jusqu'à ce qu'un psaume de matière, atonal et amène, le relève du reste et le fasse apparaître, dans son avènement et sa gloire amendée. L'être peut-il disparaître, l'être trempé de temps et étreint d'histoire, celui que Parménide balaie d'un revers ontologique, cet être d'endurance et de faibles conditions, l'être inaperçu. Que réponde la matière innommée, que répond de sa ténacité à demeurer et à couvrir l'instant et à observer ses 12 degrés de silence et d'humilité? Que répond sa patience, qui est sans doute la probe éternité du fini?